Voler entre Bangkok et Singapour, une distance de seulement 880 miles, et vous montrez probablement à bord d'un Airbus A350 ou d'un Boeing 787. La cabine propose des sièges en classe affaires, une classe économique premium avec un espace généreux pour les jambes et des standards de service qui rivalisent avec ceux des vols intercontinentaux. Maintenant, volez entre Londres et Madrid, soit à peu près la même distance, et vous vous retrouverez compressé dans un appareil à fuselage étroit de la famille A320. Le siège en classe affaires est identique à celui de l'économique, simplement avec le siège du milieu bloqué. Le repas, c'est un sandwich dans une boîte. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Paris, Londres, Francfort, Madrid, Amsterdam. Ces villes représentent certains des marchés les plus riches et les plus intensifs en voyage d'affaires au monde. Pourtant, les compagnies aériennes européennes ont collectivement décidé que les produits premium sur les liaisons intra-européennes n'en valaient pas la peine. Les chiffres sont éloquents. Un jour ordinaire en Asie du Sud-Est, vous trouverez des avions à fuselage large opérant des dizaines de vols de moins de 1000 miles. Singapour, Kuala Lumpur. Hong Kong jusqu'à Taipei, Bangkok jusqu'à Ho Chi Minh Ville. Voici certaines de ces liaisons qui sont opérées avec des gros porteurs. Là où en Europe, vous pouvez compter les services réguliers en gros porteurs entre grandes villes sur les doigts de deux mains, voire peut-être d'une seule. Ce n'est pas une question de géographie ou de distance. C'est un choix stratégique que les compagnies aériennes européennes ont fait. Un choix qui a laissé les voyageurs d'affaires européens avec certains des pires produits premium du monde développé. Pour comprendre pourquoi l'Europe a abandonné les gros porteurs sur les liaisons court courrier, il faut examiner la révolution économique qui a transformé l'industrie aéronautique du continent. Lorsque Ryanair et EasyJet ont été les pionniers du modèle de compagnie aérienne à bas coût en Europe, ils n'ont pas simplement créé un nouveau segment de marché. Ils ont fondamentalement reconfiguré la façon dont les compagnies aériennes européennes conçoivent l'efficacité. Le modèle low cost repose sur un principe essentiel, la simplicité de flotte. Ryanair exploite exclusivement des Boeing 737. EasyJet ne fait voler que des appareils de la famille Airbus A320. Ce n'est évidemment pas une coïncidence, c'est une stratégie bien calculée. Un type d'appareil unique signifie que les pilotes peuvent piloter n'importe quel avion de la flotte sans formation supplémentaire importante. Les équipes de maintenance maîtrisent un seul ensemble de systèmes. Le stock de pièces détachées se réduit considérablement. Les procédures d'assistance au sol deviennent standardisées. Les économies se cumulent sur des milliers de vols, des millions par an. Les compagnies historiques ont observé cette transformation avec inquiétude. Air France, Lufthansa et British Airways ne pouvaient pas rivaliser avec les tarifs low cost sur les liaisons court courrier. Leur réponse a été de réduire drastiquement leurs coûts. En 2 décennies, les compagnies historiques européennes ont systématiquement éliminé la complexité de leurs opérations court courrier. Les gros porteurs se sont repliés sur les liaisons court courrier où leur capacité avait un sens économique. Le calcul semblait irréfutable. Pourquoi exploiter un A330 de 300 sièges entre Francfort et Londres lorsque 2 A320 de 180 sièges pouvaient transporter les mêmes passagers avec une fréquence et une flexibilité opérationnelle doublées? La fréquence est devenue le maître mot. Plus de départs signifiait plus d'options horaires pour les passagers, plus de créneaux sollicités dans les aéroports congestionnés, plus d'opportunités de revenus par jour. Les gros porteurs sont devenus les victimes de cette obsession de la fréquence. L'argument financier contre les gros porteurs sur les liaisons intra-européennes semble accablant lorsqu'on l'examine de près. Les avions gros porteurs, comme le 787 ou l'A350, coûtent 2 à 3 fois plus cher qu'un monocouloir. L'écart de coût en capital exige à lui seul une justification par des rendements plus élevés ou un nombre significativement plus important de passagers par vol. Sur les courtes liaisons européennes, aucune de ces 2 conditions n'est fiablement remplie. Les coûts d'exploitation aggravent le problème du capital. Les gros porteurs consomment nettement plus de carburant par heure de vol. Même en tenant compte du plus grand nombre de passagers, le coût en carburant par siège mile dépasse souvent celui des alternatives monocouloirs sur les secteurs de moins de 1000 miles. La complexité de la maintenance ajoute une couche supplémentaire. Les révisions de moteurs coûtent des millions de plus. Les stocks de composants augmentent de manière exponentielle. Vient ensuite l'économie des équipages.
Les pilotes de gros porteurs gagnent nettement plus que leurs homologues sur monocouloir. Ces appareils nécessitent du personnel navigant commercial supplémentaire pour respecter les réglementations de sécurité. Sur un vol de 2 heures, ces coûts d'équipage ne s'échelonnent pas proportionnellement aux recettes comme c'est le cas sur des secteurs intercontinentaux de 12 heures. Les temps de rotation représentent peut-être l'inconvénient le plus sous-estimé. Un monocouloir peut raisonnablement effectuer sa rotation à une porte d'embarquement en 25 à 40 minutes. Les gros porteurs nécessitent au moins 45 minutes, souvent davantage. Sur des liaisons avec de multiples fréquences quotidiennes, ces minutes supplémentaires se cumulent et se traduisent par moins de vols générateurs de revenus par appareil sur une période plus longue. Pour les compagnies aériennes qui optimisent l'utilisation de leurs actifs, les gros porteurs sur des liaisons courtes représentent une irrationalité mathématique. Les aéroports les plus précieux d'Europe fonctionnent sous des contraintes de créneaux horaires qui modifient fondamentalement la stratégie des compagnies aériennes. Londres Heathrow attribue environ 480 000 créneaux annuels entre les transporteurs concurrents. La demande dépasse l'offre de plusieurs ordres de grandeur. Des créneaux se sont échangés pour des millions de dollars chacun. Dans les aéroports soumis à des contraintes de créneaux, les compagnies aériennes font face à un choix. Maximiser le nombre de passagers par créneau ou alors maximiser la fréquence par route. Les transporteurs européens ont massivement choisi la fréquence. Un monocouloir qui opère 5 fréquences quotidiennes entre Heathrow et Francfort récupère les voyageurs d'affaires qui ont besoin de flexibilité dans leurs horaires. Chaque départ représente un créneau sécurisé, une position concurrentielle défendue. Un gros porteur qui opère la même route pourrait transporter un nombre équivalent de passagers quotidiens, mais n'offre que 2 ou 3 départs. Les voyageurs d'affaires se tournent donc vers les concurrents proposant des horaires plus pratiques. L'économie des créneaux crée un paradoxe. Les gros porteurs transportent davantage de passagers par créneau, maximisant théoriquement leur capacité rare. Mais les compagnies aériennes valorisent la flexibilité des horaires et le positionnement concurrentiel plutôt que la pure optimisation de la capacité. Paris-Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol, Francfort. La même logique s'applique dans les principaux aéroports hub d'Europe. Les créneaux sont trop précieux pour être cédés en échange d'une capacité qui pourrait être obtenue par la fréquence à la place. L'approche de l'Asie en matière d'aviation régionale inverse pratiquement toutes les hypothèses européennes. Singapore Airlines exploite des gros porteurs sur des liaisons vers Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta et d'autres destinations à moins de 2400 km. Cathay Pacific déploie des A350 entre Hong Kong et Bangkok, Manille et d'autres villes. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des choix stratégiques délibérés reflétant des conditions de marché fondamentalement différentes. Singapore Airlines et Cathay Pacific ont bâti leur réputation mondiale sur un service premium. Leurs voyageurs d'affaires s'attendent à de véritables sièges de classe affaires, une cuisine de qualité et un service attentionné, quelle que soit la durée du vol. Les dynamiques concurrentielles diffèrent considérablement. Les créneaux aéroportuaires, bien que limités dans certains hubs, ne dictent pas la stratégie comme c'est le cas en Europe. Les facteurs culturels comptent également. La culture du voyage d'affaires en Asie considère le service premium comme essentiel et non optionnel. Les entreprises qui achètent les billets attendent et paient pour des produits supérieurs. La sensibilité au prix, bien que présente, ne domine pas les décisions d'achat comme c'est le cas dans les programmes de voyage d'affaires européens. Le résultat, les compagnies aériennes asiatiques peuvent facturer des tarifs premium pour des produits premium sur des liaisons court courrier. Les compagnies européennes ne le peuvent pas. Malgré les arguments économiques majoritairement pour les monocouloirs, une poignée de services européens en gros porteurs persiste. Comprendre pourquoi révèle les conditions étroites dans lesquelles les gros porteurs ont du sens. Finnair représente le déployeur de gros porteurs le plus agressif sur les marchés intra-européens. La compagnie finlandaise exploite des A350 et des A330 sur des routes depuis Helsinki vers Amsterdam, Bruxelles, Londres, Heathrow et Munich. En juillet 2026, Finnair a programmé 35 services hebdomadaires en gros porteurs au sein de l'Europe, soit 15 de plus qu'en juillet 2025. L'explication relève d'une nécessité stratégique plutôt que de la demande passager. Le réseau long courrier de Finnair vers l'Asie a subi une perturbation catastrophique lorsque la fermeture de l'espace aérien russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine a éliminé l'avantage concurrentiel de la compagnie. La position géographique d'Helsinki avait permis à Finnair d'offrir les temps de vol les plus courts entre l'Europe et l'Asie pendant des décennies. Cet avantage s'est évaporé du jour au lendemain.
Avec une activité asiatique considérablement réduite, Finnair a fait face à un problème différent, maintenir les équipages à niveau. Les pilotes doivent effectuer un minimum d'heures de vol pour conserver leur qualification de type. Avec moins de vols long courrier disponibles, Finnair a redéployé ses gros porteurs sur des routes européennes simplement pour maintenir la qualification légale de ses pilotes. Les aspects économiques sont secondaires. Finnair a besoin que ses équipages soient prêts lorsque les routes vers l'Asie se rétabliront. Le vol intra-européen en gros porteurs et le coût du maintien de cette option stratégique. Iberia exploite des Airbus A330 et A350 entre Madrid et Londres Heathrow plusieurs fois par semaine. La justification principale n'est pas seulement la demande passager, c'est aussi le fret. La route Madrid-Londres génère une demande substantielle en fret de soute. Des marchandises sensibles au temps circulent constamment entre ces capitales commerciales. La soute d'un gros porteur génère des revenus que les monocouloirs ne peuvent tout simplement pas égaler. Iberia et British Airways font toutes deux partie de l'International Airlines Group et disposent d'accords de partage de code étendus. British Airways elle-même déploiera des 777 quotidiennement sur cette même route Londres-Madrid cet été. L'équipement gros porteur transitant par Londres facilite les correspondances réseau et le positionnement de la flotte qui profite à l'ensemble du groupe. Air Europa offre un autre exemple espagnol, déployant des Boeing 787 Dreamliner sur des routes domestiques et européennes depuis Madrid. La compagnie exploite des 787 entre Madrid et Barcelone jusqu'à 2 fois par jour avec des services en gros porteurs vers Amsterdam, Gran Canaria et Tenerife. Ces déploiements reflètent largement l'utilisation de la flotte plutôt qu'une demande spécifique à la route. Plus de la moitié de la flotte d'Air Europa est composée de gros porteurs et, plutôt que de laisser des avions inactifs entre les rotations long courrier, la compagnie les insère dans des routes domestiques et européennes à haute fréquence. Aer Lingus adopte une approche saisonnière, déployant des gros porteurs A330 sur des routes de loisirs depuis Dublin vers des destinations comme Faro et Malaga durant la saison estivale. Ce ne sont pas des engagements à l'année. Ce sont des solutions de capacité pour la demande de pointe de vacances lorsque les volumes de passagers sur les routes ensoleillées justifient un avion plus grand. TAP Air Portugal déploiera des A330 sur des routes sélectionnées depuis Lisbonne cet été, tout en incluant un service en gros porteur vers Funchal à Madère et des vols occasionnels vers les Açores. Lufthansa a eu un service curieux, des Boeing 787 volant entre Francfort et Munich, environ 6 fois par semaine en 2025, jusqu'à 9 fois par semaine à partir de septembre. Cette route de 500 km semble absurde pour un gros porteur. Certains des services moyens courriers les plus intéressants en Europe sont assurés par des compagnies basées à des milliers de kilomètres qui opèrent dans le cadre de ce que l'on appelle les droits de trafic de 5e liberté. Les droits de 5e liberté permettent aux compagnies aériennes de transporter des passagers entre deux pays étrangers dans le cadre d'un vol qui a pour origine leur pays d'attache. Ces transporteurs ne volent pas au sein de l'Europe parce que les routes exigent des gros porteurs. Ils génèrent des revenus supplémentaires à partir d'appareils qui doivent de toute façon être repositionnés entre des vols long courriers. Singapore Airlines exploite un A350 entre Milan et Barcelone jusqu'à 3 fois par semaine. La compagnie vole de Singapour à Milan, puis de Milan à Barcelone, puis de Barcelone à Milan, et enfin retour à Singapour. Le segment Milan-Barcelone génère des revenus à partir de ce qui ne serait autrement qu'un vol de positionnement. Singapore Airlines propose également des vols directs de Singapour à Barcelone, opérés 2 fois par semaine. Ethiopian Airlines représente l'un des opérateurs de 5e liberté les plus prolifiques dans le ciel européen. La compagnie déploie des Boeing 787 sur de multiples segments intra-européens reliant son réseau long courrier. Stockholm-Oslo est opéré quotidiennement. Genève-Manchester fonctionne 4 fois par semaine. Milan-Zurich vole 5 fois par semaine. Copenhague-Vienne 4 fois par semaine. Chacun de ces segments représente une escale sur un itinéraire plus long au départ ou à destination d'Addis Abeba. Ou encore Emirates qui exploite un Boeing 777 de façon quotidienne entre Larnaca et Malte, un autre segment de 5e liberté découpé dans son réseau long courrier. Les compagnies européennes elles-mêmes proposent rarement des produits comparables sur les mêmes routes. Turkish Airlines mérite une mention à part car elle opère à une échelle qui éclipse tous les autres transporteurs exploitant des gros porteurs en Europe, et pourtant sa situation est fondamentalement différente de celle des opérateurs exerçant des droits de 5e liberté.
Istanbul est à cheval entre l'Europe et l'Asie, et Turkish Airlines n'exerce pas de droit de 5e liberté lorsqu'elle dessert des villes européennes. La compagnie exploite des services internationaux classiques depuis son propre hub. Mais le volume considérable est remarquable. Turkish Airlines déploie des A330, des A350, des 787 et des 777 vers Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Londres, Heathrow, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Paris, Rome, Stockholm, Vienne, Varsovie et encore d'autres destinations européennes. Le déploiement massif de gros porteurs par la compagnie reflète à la fois la demande et la stratégie. Istanbul est devenu l'un des hubs de correspondance les plus fréquentés au monde, canalisant les passagers entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les gros porteurs sur les routes européennes alimentent ce trafic en correspondance tout en offrant un produit premium que les compagnies historiques européennes n'égalent pas sur des distances comparables. L'absence de gros porteurs crée un problème en cascade de qualité de produits pour l'aviation européenne. La classe affaires intra-européenne est une contradiction dans les termes. Les compagnies aériennes bloquent le siège du milieu dans une rangée standard de 3 sièges de front sur un monocouloir et appellent cela la classe affaires. L'espacement entre les sièges reste au standard de la classe économique. Le siège lui-même reste lui aussi dans les standards de la classe éco. La différenciation du produit consiste en un embarquement prioritaire et une restauration marginalement meilleure. L'expérience de vol réel diffère minimalement de la classe économique. L'offre des compagnies asiatiques sur les routes régionales fait paraître la classe affaires européenne risible en comparaison. Le passager volant de Singapour à Bangkok profite d'heures de productivité potentielle ou alors de repos dans un lit entièrement plat. Le passager volant de Londres à Madrid, lui, s'assoit dans un siège exigu pendant 2 heures tout en payant des tarifs premium. Ce déficit de produits s'étend au-delà du confort au positionnement concurrentiel. Lorsque transiter par Dubaï ou Doha plutôt que Francfort ou Paris signifie une expérience de voyage radicalement supérieure, les hubs européens perdent des comptes d'entreprise au profit des concurrents du Moyen-Orient. La rareté des vols intra-européens en gros porteurs révèle des vérités dérangeantes sur les choix stratégiques de l'aviation européenne. Les compagnies européennes ont privilégié la compétitivité tarifaire au détriment de la différenciation produit. Elles ont optimisé la fréquence plutôt que l'expérience. Elles ont accepté des produits classe affaires médiocres comme prix à payer pour l'efficacité opérationnelle. Ces choix étaient rationnels compte tenu des pressions concurrentielles exercées par les compagnies à bas coût et les concurrents opérant depuis les hubs du Moyen-Orient. Mais ils ont créé un piège auto-entretenu. Les voyageurs d'affaires européens ont appris à s'attendre à des produits intra-européens médiocres. Les politiques de voyage d'entreprise se sont optimisées en fonction du prix plutôt que de la qualité. La demande premium qui aurait pu justifier des investissements dans des gros porteurs ne s'est tout simplement jamais concrétisée parce que les compagnies n'ont jamais proposé de produits premium dignes d'être achetés. Les compagnies asiatiques ont fait des choix différents. Elles ont investi dans la qualité du produit indépendamment de la durée de vol. Elles ont pratiqué des tarifs premium et offert des expériences premium. Elles ont cultivé une clientèle disposée à payer pour un service supérieur. Aucune des compagnies européennes n'exploite de gros porteurs parce que la demande des passagers européens justifierait des produits premium. Dans une industrie où l'expérience client détermine de plus en plus le succès concurrentiel, le déficit européen en gros porteurs représente bien plus qu'une simple efficacité opérationnelle. Il représente une vulnérabilité stratégique fondamentale que les concurrents du Moyen-Orient et d'Asie exploitent sans relâche. La pénurie de vols intra-européens en gros porteurs n'est pas un mystère, c'est un choix. Et les voyageurs européens en paient le prix chaque jour.